Merci, ça me fait plaisir de présenter ce matin ce travail commun avec Renaud parce que j'ai eu Renaud comme interne, comme chef, comme PH à Béclair, donc ça me rappelle une certaine période et c'est très agréable de pouvoir partager une idéologie commune que nous avons depuis maintenant plus de 20 ans sur le développement de la chirurgie vaginale. On vient de vous parler du robot, il y a bien sûr la place pour le robot, on peut faire de la chirurgie du prolapsus en robot, on peut aussi le faire par voie vaginale, le débat il est loin d'être clos et peut-être que ce Sympo va nous permettre d'évoluer dans cette discussion. Pourquoi on évolue? Parce qu'en fait, ce qu'on observe depuis 20 ans que les prothèses ont commencé par voie vaginale, eh bien c'est une évolution un peu dans les techniques, clairement parce qu'on est passé à une voie totalement transvaginale, mais surtout dans le matériel qu'on utilise. C'est-à-dire qu'en fait, l'évolution en chirurgie de la pince qu'on va utiliser en célio ou maintenant pour la chirurgie vaginale, pour les nouvelles énergies, eh bien c'est la même chose par rapport à l'évolution de la texture des tissus. Et on est passé en 20 ans de tissus qui faisaient 100 grammes par mètre carré à moins de 30 grammes. Et en fait, ce seuil est un élément tout à fait important. Alors, il existe plusieurs marques. Là, mon propos ce matin, c'est pas de dire faut mettre ceci plutôt que cela. C'est vraiment militer pour utiliser des prothèses qui sont de faible grammage. Et vous verrez qu'il y a une classification. Alors en fait, il y a trois grandes questions qui se posent sur la chirurgie vaginale. Est-ce qu'on peut encore utiliser des prothèses vaginales? Est-ce qu'il y a des arguments scientifiques derrière l'utilisation de ces prothèses de moins de 30 grammes? Et puis, est-ce qu'il y a maintenant des données cliniques? Alors, quand on regarde les prothèses comme ça, on se dit, oh bah tiens, elles ont des gros trous, on sait qu'il faut utiliser du macroporeux maintenant, mais en fait, le grammage, ça va au-delà de l'aspect macroscopique que vous regardez, ça dépend bien sûr de la texture, et que vous voyez entre celles qui sont à droite et celles qui sont à gauche, elles se ressemblent, mais on passe d'un grammage du simple au double, et donc ça, c'est l'élément de ce que le fabricant, l'industriel, peut utiliser. Donc là, vous voyez, on va parler dans les ultra-légères de ces gammes 19-35. 19, pourquoi 19? Parce que je vais vous montrer une étude où on a montré qu'en dessous, ben là, peut-être que c'était pas différent que du tissu naturel et que globalement, il y a des seuils extrêmes des deux côtés et qu'il ne faut pas non plus aller dans l'ultra léger. On n'a pas encore défini ça, mais ça existe. Alors quand on prend l'évidence base médecine, quand on prend les recos qui ont été faites l'année dernière par le collège, bien sûr, on va utiliser, c'est le principe, les essais thérapeutiques randomisés, sauf que lorsqu'on va faire la Cochrane en 2016, ça veut dire qu'on va utiliser les papiers qui ont été faits jusqu'en 2011, 2012, éventuellement 2013, c'est tout. Manque de bol pour les prothèses, c'est qu'à cette époque-là, les tissus prothétiques qu'on utilisait, c'était des tissus qui étaient à 45 ou 50 grammes. Donc, ce qui explique que la réflexion sur quelle prothèse utiliser, ben, elle est déjà plus valable quand on va regarder la littérature. À part ça, qu'est-ce qu'elle disait celle-ci? Là, c'est des associations de plusieurs études. C'est que globalement, quand on utilise des prothèses, eh bien, on a des meilleurs résultats que lorsqu'on n'utilise pas de prothèse, que le taux de reprise chirurgicale pour prolapsus, eh bien, il est globalement inférieur dans le groupe où on a utilisé des prothèses. Il y a quand même un cependant, il y a, lorsqu'on utilise des prothèses, davantage de reprises chirurgicales, mais qui sont des reprises liées aux érosions, et les érosions, comme on va le voir, sont intimement liées au poids de la prothèse. Donc, ce surcroît de chirurgie dans ces situations, peut-être n'est pas lié à la technique de la chirurgie par voie vaginale, mais simplement à la texture des produits. Et puis les prothèses qu'on utilise maintenant sont par voie transvaginale, alors que la majorité des études étaient faites par des techniques opératoires différentes. Sur les données publiées à l'ICI l'année dernière, les données montrent qu'en fait, on a un niveau 1 pour améliorer les résultats anatomiques avec l'utilisation des prothèses. Par contre, on n'a pas montré que sur le plan fonctionnel, ça changeait quoi que ce soit sur des analyses sur questionnaires. Et je pense qu'il faut tout à fait encourager tout le monde à utiliser des questionnaires quand on va valider la chirurgie du prolapsus. Qu'est-ce qu'on retrouvait également dans ces données de l'ICI 2016? C'est que le groupe prothétique est associé à une durée d'intervention chirurgicale plus longue que lorsqu'on n'utilise pas de prothèse, mais ça c'est simplement parce qu'on a un outil, c'est sûr, il faut le placer, donc il y a un temps de dissection qui est un peu plus important, et encore, et que le taux de reprise chirurgicale a été supérieur après la réparation par prothèse, parce qu'on est dans cette situation d'un tissu prothétique qui était un peu trop lourd.
Alors, lorsqu'on regarde les études à long terme, celles qui utilisaient des prothèses entre 50 et 100 grammes, on voit que le taux d'exposition, il est aux alentours de 15% en moyenne, mais avec des résultats anatomiques qui sont satisfaisants. Et surtout, ça c'est l'intérêt de la prothèse, c'est que le résultat qu'on a à 6 mois, 1 an, il est similaire de celui qu'on observe. Il n'y a pas de dégradation dans le temps, et ça c'est une information dont on a besoin. Alors, Earle, il y a une dizaine d'années, avait déjà fait une classification en fait des prothèses. Les prothèses à poids élevé, plus de 80 grammes, jusqu'aux prothèses ultra légères, inférieures à 20-25 grammes. Et donc, il y a eu cette évolution, mais l'évolution de ce qui avait été défini il y a 10 ans, elle est maintenant dans la pratique, puisque ce qu'on utilise, ce ne sont que des prothèses de moins de 30 grammes. Alors, les mèches à poids élevé, c'est là où on voit que la réaction inflammatoire elle est plus marquée. On voit tout à fait sur ici. Je sais pas, ça marche ce truc-là? Ouais, peut-être. Bon, enfin là-haut, vous voyez en haut à droite l'érosion. Alors oui, bien sûr, on reprend les patientes. À part ça, c'est des chirurgies qui durent 10 minutes. Il suffit simplement d'aviver les bords et de refermer. Alors quand on regarde l'évolution de la densité massique au fil des ans en fonction des prothèses utilisées, vous voyez qu'elle se restreint. La plus faible, c'est Restorelle, parce que c'est comme ça, c'est pas parce que le Sympo est coloplaste qu'elle est bien placée, mais on va dire qu'à partir du bleu clair, c'est déjà tout à fait correct comme qualité de produit. Alors il y a un effet aussi de la réduction du poids de la prothèse sur une des complications qui était connue, qui était la rétraction. À l'époque, Michel Cosson avait fait une classification des rétractions qui est maintenant quasiment plus nécessaire parce qu'on a un taux de rétraction qui est très faible avec le poids très, très léger. Alors sur les arguments scientifiques derrière les prothèses ultra-légères, on voit, parce qu'en fait Restorelle est la plus légère d'utilisation, on est quasiment proche du tissu naturel en termes de rigidité et de résistance à la rupture, et c'est ça qu'on recherche, avoir des tissus qui vont nous améliorer les résultats anatomiques, potentiellement fonctionnel, parce qu'en fait, quand on examine ces patientes à 6 mois, si on a perdu le dossier, ce qui est fréquent à l'assistance publique, on peut ne plus apercevoir en examinant les patientes qu'elles ont eu une prothèse. Et puis, quand on voit l'impact des prothèses sur la matrice extracellulaire, on voit que plus elle est légère et plus vous avez une réaction favorable par rapport à ça, avec une modification de l'élastine sur la réaction autour de la prothèse. Sur les données cliniques maintenant pour les prothèses plus légères, il y a des données qui ne sont pas forcément dans notre spécialité car ce tissu prothétique il est utilisé largement en chirurgie digestive par exemple, dans le cas des chirurgies hernières, avec des résultats qui sont plus favorables avec les prothèses légères, avec moins de douleur et des retours plus rapides aux activités normales et moins de douleur à court terme et à long terme parce que vous n'avez pas de rétraction. Là aussi, c'est sur des patientes là en chirurgie prothétique. C'était avec le Prolift Plus qui était à 31 grammes, où là, on a des résultats qui sont très satisfaisants. Mais c'était des prothèses mixtes où la partie qui était naturelle et qui disparaissait donnait par contre des moins bons résultats en termes cliniques. Donc, il faut utiliser un tissu totalement prothétique. Dans cette étude sur les prothèses ultra-légères, où là il y avait 71 patientes, l'auteur disait qu'il n'y avait aucun avantage par rapport à la réparation naturelle, parce qu'en fait on était dans les prothèses trop légères. Je vous ai dit tout à l'heure le seuil de 19, et bien là c'était des prothèses à 16. Et là en fait il ne faut pas descendre trop bas parce que globalement on a les mêmes résultats qu'avec du tissu autologue, c'est-à-dire en gros 35 à 50% de récidive. Donc ayons cette réflexion, mais sachons-la la limiter. Bon, ça, c'est une autre étude qui avait été faite par Renaud de Terrac sur les prolapsus type 3 ou 4 avec des prothèses légères et des résultats qui commencent à montrer l'avantage sur ces prolapsus importants, un bon résultat anatomique, très peu de contraction, très peu d'érosion. Et là, on va voir sur les données cliniques utilisant les prothèses de faible grammage, puisque vous voyez ça aussi sur cette série entre 41 et 25, mais regardez les chiffres du bois, le taux d'exposition 2%, le douleur dyspareunie 5%, succès anatomique 94%. Ce qui est intéressant, c'est que le taux d'exposition de 2%, il est similaire à ce que vous observez après Promonto. Donc globalement, on arrive à supprimer cette discussion entre voix haute, voix basse, en disant oui, il y a plus d'érosion d'un côté, et bien tout ça, c'est plus vrai.
Le taux de douleur et de dyspareunie de 5%, je vous rappelle que c'est équivalent lorsque vous regardez les études après hystérectomie, quelle que soit la voie que vous avez faite pour l'hystérectomie, eh bien, il y a entre 5 et 10% de dyspareunie dans les 6 mois qui suivent ces interventions. Et quand on regarde même le taux de dyspareunie après une chirurgie hystéroscopique, eh bien, c'est aussi entre 5 et 10%, ce qui veut dire que globalement, c'est le taux de dyspareunie dans la population générale. Et en tout cas, ce n'est pas l'acte opératoire que vous faites qui va générer du de novo par rapport à ces situations. Alors sur cette étude qui évaluait dans le temps l'évolution, et ça c'est un résultat de l'étude sur près de 180 patientes traitées par Restorelle, eh bien on voit que la prothèse transvaginale ultra-légère est durable avec des taux réduits de complications liées à la prothèse. Ça c'est une étude à peu près similaire qui va exactement dans le même sens, avec dans le cas particulier 0% d'érosion. Restons raisonnables sur le 0%, c'est une petite étude en termes de nombre, et surtout on peut avoir des érosions tout de suite, c'est-à-dire en gros dans les 6 premiers mois où on va discuter quelle est la part de la malfaçon chirurgicale par rapport à la part du produit, et puis les érosions beaucoup plus tardives qui existent, et on sait très bien que par exemple en promonto on peut avoir à 10 ans des érosions, mais on commence à voir sur des patientes opérées il y a 3 ans, 5 ans avec les premières techniques ultra-légères, eh bien quelques érosions secondaires, donc ça arrive, ça peut être lié aux études. Bon, ça c'est l'étude pilote, mais on va vous en parler avec Philippe Ferry sur une étude collaborative faite en France. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que les données sont cohérentes avec un niveau 1 pour l'amélioration des résultats anatomiques, avec un grade A. Les complications liées à la prothèse, elles doivent être expliquées bien sûr aux patients. Dans la discussion voix haute, voix basse, ça fait partie des éléments. Mais les éléments que peuvent apporter le produit que vous utilisez en ultra-légère, c'est de dire le taux d'érosion, il est proche de la normale dès qu'on utilise un tissu prothétique, c'est-à-dire aux alentours de 2%, et avec un taux de rétraction qui n'est plus un problème, parce que ce n'est pas générateur de douleur ou de gêne, en tout cas de manière différente à la population générale. Donc ça veut dire qu'il va falloir réfléchir sur les recommandations assez vite parce que il va falloir utiliser les études qui sont publiées depuis 2-3 ans. Et puis comme les dernières recommandations du collège disent qu'il ne faut pas utiliser de prothèses postérieures, les jeunes qui sont dans la salle, vous pouvez tous vous apprêter dans 5 ans à 10 ans à opérer plein de rectocèles. Et là, par contre, la chirurgie de la rectocèle, c'est, je pense, une chirurgie par voie vaginale. Et là, vous aurez la réflexion, est-ce que vous faites de l'autologue avec une plicature du fascia prérecti ou est-ce que vous utilisez un tissu prothétique? Vous commencez à avoir les arguments d'utilisation pour utiliser des prothèses ultra-légères. Je vous remercie. Merci Philippe, merci au laboratoire Coloplast qui a organisé le symposium. Je tiens à dire d'emblée que le laboratoire Coloplast n'est absolument pas intervenu dans les résultats. Et d'ailleurs, je pense que ça va être la première fois qu'ils voient les diapos. C'est là. Excusez-moi. Non, c'est l'autre. Excuse-moi. Ah, c'est là. D'accord. Donc, je vais vous présenter les résultats donc, de l'étude multicentrique française qui a regroupé le début d'expérience sur Restorelle antérieure. Donc, on va parler de cure de cystocèle prothétique par la mise en place d'une prothèse Restorelle antérieure. Donc, vous avez les noms de tous les participants que je remercie ici, qui ont déjà accepté que l'on collige leurs données et d'ouvrir les dossiers à 2 internes qui ont travaillé là-dessus, donc une interne du professeur Fernandez et une interne de Poitiers et La Rochelle. Donc voilà, je les remercie et donc l'étude va bien sûr continuer. Merci aussi aux patientes qui ont accepté que l'on rentre leurs données dans cette base. Et bon, voilà, ça a demandé un petit peu d'explication, mais l'étude a été bien sûr déclarée dans les registres habituels que vous connaissez. Donc les caractéristiques de la population, c'est une population habituelle. L'âge moyen, c'est 70 ans et il y a 95% de patientes ménopausées. Donc il y a une logique dans cette tranche d'âge et on suit grosso modo les recommandations actuelles sur la mise en place d'une prothèse. Vous voyez qu'il y a 30% de traitement de la ménopause,
20% d'antécédents d'hystérectomie et quand même 19% d'antécédents de chirurgie de prolapsus, ce qui justifierait en soi l'utilisation d'une prothèse. Alors, rapidement, parce que normalement ce travail va être publié et avec tous les détails, mais on n'aura pas le temps de les montrer en entier aujourd'hui. Vous avez quand même les stades POPQ du prolapsus, puisque si vous groupez les stades 3 et 4, vous voyez qu'on arrive à 77% de stade 3-4. Vous avez le détail ensuite des différents compartiments et le détail des symptômes, on y reviendra tout à l'heure. Donc en gros, on peut retenir qu'il y avait 70% de cystocèle GARD 3-4 selon POPQ. Alors, un petit mot sur Restorelle et le principe de ces prothèses. Vous savez qu'il s'agit d'une prothèse 4 bras qui est censée remplacer le fascia intervésico-vaginal et donc qui est fixé à la fois au niveau du ligament sacro-épineux et au niveau de l'arc tendineux du fascia pelvien devant. Les interventions qui ont été pratiquées, en plus de Restorelle, vous les avez en détail, vous avez déjà le type d'anesthésie, le type donc de procédure. Il y a eu donc essentiellement des Restorelle antérieures seules, il y a eu aussi des hystérectomies concomitantes, il y a eu aussi des plaques postérieures, comme le disait Hervé, il y a eu des bandelettes sous-urétrales, et il y a eu des gestes associés, il y a eu par exemple tout un tas de gestes associés qui pouvaient être une conisation ou autre, donc on n'a pas détaillé ici. Alors, dans cette étude qui est une étude de précoce, puisque les patientes ont été revues jusqu'en décembre 2016, donc on a un recul moyen d'au moins 3 mois, mais qui est bien sûr insuffisant pour évaluer les résultats fonctionnels. On s'est intéressé déjà aux complications, parce qu'au départ de ce registre, on était tous à poser des Restorelle depuis janvier 2013, et en fait on avait chacun une expérience qui forcément était intéressante, mais qui ne suffisait pas pour se faire une véritable idée, et en particulier répondre aux patientes et aux collègues qui voulaient éventuellement se mettre à la chirurgie prothétique. Je tiens à dire qu'effectivement, Hervé l'a souligné, il y a peu d'études, il y a une étude américaine qui a le mérite d'exister, mais qui n'est pas très détaillée quand même. Donc nous, on s'est intéressé aux complications, parce que malgré tout, il ne faut pas se voiler les yeux. Est-ce que c'est une chirurgie compliquée? Est-ce que le début d'expérience influence les complications? On va le voir. Donc, je suis désolé, la diapo est un peu petite. Vous avez le détail et vous l'aurez dans l'article. Si on retient les complications qui nous ennuient quand même, il y a 2 lésions urétérales sur 272 patientes, ça fait 0,8. Il y a quelques hématomes. Il y a un taux non négligeable dont on pourra discuter de difficulté à la reprise mictionnelle dans ce type de voie d'abord, c'est-à-dire la voie d'abord antérieure du ligament sacro-épineux. Et il y a une rétention d'urine, vous voyez, je vous laisse lire, qui est liée à une bandelette associée. Voilà. Donc on a classifié selon Clavien d'Indo, puisque c'est intéressant de voir les patientes qui ont dû être reprises véritablement. Donc c'est le stade 3 de Clavien. Et vous voyez qu'on a, en paire opératoire, on a donc les 2 lésions urétérales. Et il y a donc des rétentions d'urine, un hématome qui a nécessité une embolisation et un hématome qui a nécessité une reprise chirurgicale et une transfusion. Vous aurez le détail dans l'article qui va paraître. Les complications tardives, parce qu'on s'est intéressé aux complications qui arrivent après 31 jours, vous les avez en détail, il n'y a aucun oubli sur les chiffres. On peut, si vous voulez, regarder en bas les réinterventions. Eh bien, au-delà de 31 jours, il y a eu 3% de récidive de prolapsus. Alors, je tiens à dire que ce n'est pas forcément sur l'étage opéré, mais quand on passe au bloc, on passe au bloc. Donc, c'est peut-être une erreur de stratégie. Donc, 3% de réintervention et 0,9% de reprise pour exposition prothétique. Alors on s'est intéressé aux facteurs de risque de complications, puisque on voulait savoir si effectivement, nous on partait peut-être avec l'idée qu'une hystérectomie concomitante augmentait le risque de complications. En fait, toutes les complications ont été poolées et on n'a pas trouvé de facteurs favorisants, prédictifs de complications, en particulier ni l'âge, ni l'obésité, ni le fait d'avoir une hystérectomie associée, malgré les 272 patientes. On a étudié aussi le résultat des bandelettes sous-urétrales associées à la mise en place d'une prothèse Restorelle antérieure.
On s'attendait peut-être à avoir un peu plus de rétention d'urine, un peu plus de dysurie, mais en fait, ça n'apparaît pas de façon significative. Par contre, et heureusement, j'allais dire, on a moins d'incontinence urinaire post-opératoire quand on met une bandelette sous-urétrale. C'est tant mieux, mais vous voyez, c'est significatif. Et c'est vraiment la seule chose qui sort significativement. Alors, quand on a commencé à éplucher ce travail, je me suis posé la question de savoir ce qui s'était passé pour les autres prothèses comparables. Il n'y en a pas tellement, hein. Vous savez que là, on est en train de parler d'une prothèse qui est donc avec une incision unique, avec une mise en place uniquement vaginale, donc sans passage transobturateur. Et on parle de début d'expérience, hein. On ne parle pas d'équipes entraînées qui ont mis déjà 100 prothèses, qui éliminent les 100 premières et qui commencent à faire une étude. Là, on parle du début d'expérience. Donc vous avez en gros les quelques études qui sont sorties. On avait publié avec nos amis de Marseille une étude sur Nuvia. Vous avez le détail, hein. Il y a eu 1% de problèmes, 1,2% de problèmes urétéraux, 16% de difficultés mictionnelles. On n'a pas parlé des douleurs dans cette étude. Il y a eu quand même une sciatique prolongée et il y a 4,8% de réintervention au total. L'équipe de Nîmes avait publié sur une prothèse qui précédait la commercialisation du Pinnacle par Boston. Ça s'appelait Polyform. Ils avaient mis leur début d'expérience, je précise, sur 48 patientes. Ils avaient 6% d'hématomes, 4% d'urtère. Les difficultés mictionnelles n'étaient pas précisées. Beaucoup de douleurs post-opératoires, 4% de sciatique et 8% de réintervention. À droite, vous avez l'étude récente du nord de l'Europe, c'est une étude multicentrique sur Uphold, qui est relativement comparable à l'étude Restorel, puisqu'il y a les débuts d'expérience. Et vous avez 2% d'hématomes, ils ne parlent pas d'urtère, de 8% de difficultés mictionnelles, 1% de douleur, 0,5% de sciatique et 1% de réintervention. Dans l'étude Restorel, il n'a pas été décrit de sciatalgie qui aurait obligé à couper une fixation prothétique. Je pense malgré tout, je m'avance un peu, que c'est dû à la forme du dispositif d'insertion qui n'a pas le même système de fixation que le Mia-Hook ou tous les systèmes de fixation qui vont de haut en bas. Là, c'est les références des études que vous avez vues auparavant. Donc, un mot sur le risque urétéral, parce que c'est quand même quelque chose qui nous interpelle. À gauche, vous avez une photo célioscopique d'un bras de prothèse, mais c'est le bras proximal. Et vous voyez l'urtère qui est représenté par une flèche. Vous voyez que le bras proximal croise l'urtère, mais ils ne sont pas dans le même plan. Et en fait, il est extrêmement probable que les problèmes urétéraux viennent du bras antérieur de la prothèse. Vous avez un dessin à droite qui détaille ça. Et donc, le bras antérieur, c'est-à-dire on va dire plutôt distal, est probablement en cause dans les conflits avec l'urtère. Tout ça pour dire que la seule prévention que l'on connaisse, c'est vraiment de disséquer, mais ça s'apprend plutôt au bloc ou sur le cadavre, hein. Il faut vraiment se faire... on ne peut pas apprendre ça tout seul, hein. Il faut vraiment disséquer au contact de la paroi du bassin et ne pas mettre en tension ce bras antérieur qui est là pour stabiliser la prothèse. C'est déjà très bien qu'il y en ait un. Et surtout, pas de tension. Alors au niveau des résultats, mais je vous ai dit qu'on était à très court terme, mais enfin, je pense qu'il est quand même utile de voir les résultats. Je vous le rappelle, c'est le début de l'expérience. On est parti en haut à gauche sur 77% de stade 3-4 et donc au POP-Q avec un minimum de 3 mois de recul, on est à 90% de stade 0 ou 1 sur la cystocèle, ce qui est précoce mais qui est heureusement très favorable. Vous avez tous les symptômes en bas, on pourra en reparler. Il y a moins de dysurie, moins d'hyperactivité vésicale, c'est significatif. Pour les symptômes digestifs, c'est plus compliqué puisque vous avez vu qu'il y avait eu à la fois des plicatures du fascia, des prothèses, ou aussi des équipes qui ne faisaient pas systématiquement un geste postérieur. Donc en conclusion, il y a 88% de bons succès anatomiques, c'est-à-dire de cystocèle strictement inférieur à 2. C'est un résultat, on va dire, intermédiaire puisque l'étude va continuer. Il n'y a pas de facteur significatif de risque de complications. Bon, c'est l'intérêt de faire une étude un peu large et ça permet d'éviter des idées reçues, en tout cas dans cette expérience. Une bandelette sous-urétrale, même si nous, on en met vraiment rarement, ben ça marche.
Il y a un taux de réintervention total de 4,9% total, c'est-à-dire découper un petit morceau de prothèse. Et voilà, on n'a pas le temps de détailler ici. Il y a une très bonne tolérance de la prothèse. Quand on regarde les visites post-opératoires, c'est ce que disait le professeur Fernandez, en général, on ne sent pas la prothèse. Alors, intérêt de l'étude, intérêt de l'étude, c'est qu'il y a un gros effectif. C'est le début de l'expérience et les données ont été recueillies. Inconvénient, eh bien, on a encore un recul insuffisant. Il manque des questionnaires validés et c'est rétrospectif, bien sûr. Et donc, j'espère qu'on pourra vous communiquer par l'équipe de Hervé Fernandez les résultats avec un minimum de recul de 1 an, puisque nos collègues qui ont bien voulu participer doivent nous rendre leurs résultats de leur dernier examen ou tout au moins une fiche d'analyse des données prochainement. Voilà, je vous remercie.